Il existe dans certains grands groupes de petites équipes qui essaient de fonctionner en agile. Et nous nous retrouvons avec un énorme paquebot dont l'équipe des cuisines, grosso modo, fonctionne en agile et un capitaine qui annonce fièrement que son paquebot est plus agile qu'un catamaran. Il est important de prendre en compte les choses dans leur globalité. Mais alors, peut-on manager une équipe de manière systémique ? Faut-il donc abandonner son individualité ? Et surtout, si je travaille pour tous et que tous travaillent pour moi, suis-je devenu un mousquetaire ? Pour répondre à ces questions d'ensemble, je ne reçois pas le cardinal Richelieu, mais elle s'y connaît en Union. Virginie, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Virginie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Alors, je m'appelle Virginie Jugy. Je suis actuellement engineering manager chez Encore Store. Je travaille dans le développement informatique depuis 16 ans. Je suis passée par différents rôles, développeuse, tech lead, architecte, Scrum Master et actuellement engineering manager. Ok. Donc, comme beaucoup de devs, tu as construit ce rôle de manager, enfin tu l'as acquis avec l'expérience. Tu as eu des formations, des trainings sur ces sujets-là ou ça a été vraiment très, très empirique ? Alors, mon rôle de manager, je l'ai vraiment appris et façonné de manière empirique. Au début, je voulais plutôt partir vers du coaching d'équipe. Mmh. Et coaching technique ou coaching coaching vraiment accompagnement, okay. Accompagner des équipes qui dysfonctionnent, les aider à aller vers des équipes qui fonctionnent. Et je me suis dit tiens, je vais faire une formation en coaching et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas fait pour moi, dans le sens où moi j'aime bien être dans l'action. Quand on est coach, on est plus dans la suggestion, questionner les personnes. La maïotique, quoi. Mais on n'est pas forcément là. On est là pour observer justement le système. C'est là que j'ai beaucoup appris sur la systémique. Et je me suis dit, mais en fait, en sachant ça, en étant manager, c'est hyper intéressant. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai modelé mon rôle de manager, aussi en apprenant, en observant dans mes équipes précédentes comment fonctionnaient les managers, ce que je voyais marcher, ce que je voyais pas marcher, ce que j'aurais fait, je me dis j'aurais pas fait ça, ou j'aurais fait ça, c'est bien ça, ce qu'il a fait. Enfin voilà, j'ai aussi appris en regardant un peu comment fonctionnaient mes managers ou d'autres managers que je voyais dans d'autres équipes. Okay. C'est comme ça finalement que j'ai appris le rôle. Est-ce qu'il y a eu de la lecture d'ouvrages en particulier ? Enfin, tu vois, est-ce que tu as essayé quand même de te... Alors, si tu n'as pas suivi de formation académique, on va dire, mais de quand même t'upgrader sur la question de ce rôle-là ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, alors déjà sur l'agilité au début, parce que on va dire je suis rentrée dans le management par l'agilité au final. Donc beaucoup sur l'agilité et je trouve que ça apporte également beaucoup de concepts sur l'autonomie des équipes, sur la responsabilisation des membres de l'équipe qui par la suite en termes de management vont façonner la manière dont on va manager. On aura un management peut-être plus délégatif, moins autoritaire. Donc effectivement c'est des concepts que j'ai découverts sur le tas. J'ai beaucoup participé à des conférences. Ça m'a beaucoup apporté, beaucoup regardé de TEDx sur le management, ça énormément. Et il y a certains bouquins que je garde un peu comme des petites bibles, on va dire, sur lesquelles je reviens régulièrement, notamment Dream Team, écrit par Ludovic Giraudon, en français, donc c'est intéressant, qui aborde vraiment des aspects de base pour bien manager. Donc ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressée. Je suis beaucoup Simon Sinek aussi. Je recommande vraiment des choses hyper intéressantes. Alors avant peut-être de creuser, je me dis que c'est peut-être intéressant parce que c'est quoi ton point de vue ou ton expérience
sur le fait que justement, il y a beaucoup de devs comme ça qui passent sur des carrières de manager et qui ne sont pas forcément accompagnés dans cette transition-là. Donc toi, tu as su aller chercher des ressources de ton fait pour devenir du coup meilleur dans ce rôle-là, ce qui n'est pas forcément ce que tout le monde fait. Est-ce que pour toi, c'est un manquement dans notre métier ou peut-être de manière générale en entreprise de ne pas suffisamment former au métier de management ? Alors, mon point de vue sur le sujet, je trouve que ça a beaucoup évolué quand même sur les 10 dernières années, où auparavant, finalement, quand on commençait en tant que développeur, il y avait une sorte de hiérarchie où on passait tech lead, architecte, puis manager, etc. Où c'était assez linéaire. Et désormais, je vois quand même qu'il y a des chemins parallèles qui peuvent exister, où souvent maintenant on fait un peu plus la distinction entre la compétence technique, l'expertise technique, et là on va aller plus vers des rôles de tech lead, de staff, où on va être pointu sur des sujets techniques, où on va savoir guider les équipes techniquement, leur fournir les bonnes pratiques, les bonnes guidelines pour, on va dire, faire des produits propres techniquement. Et l'autre côté, on va dire le chemin plus managérial, dans le sens où on va être plus orienté sur l'humain, sur le développement de carrière, sur justement aider des développeurs à choisir. Qu'est-ce que tu vas préférer ? Est-ce que tu vas préférer aller plutôt vers du management un peu people, comme on dit, ou plutôt aller vers l'aspect technique, fournir les frameworks, la manière dont on s'organise, dont on travaille. Et je trouve que ça maintenant, ça fait un peu plus foi, alors qu'il y a plusieurs années, il n'y avait qu'un chemin unique. Et finalement, on se retrouvait avec peut-être des très bons tech leads qui devenaient des managers, qui se retrouvaient à faire de l'accompagnement RH, gérer des problèmes, et ils n'avaient pas forcément les outils, parce que c'était pas leur truc. Leur truc, c'était non, moi je veux que mon équipe ait l'architecture correctement, qu'on s'organise correctement quand on va designer, concevoir une partie du système. Manager les personnes, comment elles se sentent, etc., c'est peut-être pas trop leur affinité. Ce qui était catastrophique pour les organisations, parce qu'on avait d'un côté un manager, une personne qui était pas dans son rôle de gestion de l'équipe d'aspect humain, et qui en plus qui est une personne qui n'avait plus le temps de faire de la tech et du coup de faire avancer l'équipe technique. Donc c'était vraiment désastreux, quoi. Je pense ça pouvait amener aussi justement d'un point de vue systémique, pour rentrer dans le sujet, ça peut amener des comportements dysfonctionnels au niveau des équipes, parce que si on a une personne frustrée qui nous manage, en fait ça va se ressentir sur le reste de l'équipe. Ça va aussi donner un modèle de management qui va peut-être décourager des devs à vouloir évoluer, en disant si c'est ça être manager, j'ai pas envie, ça me plaît pas. Et limite qui vont ne pas vouloir finalement évoluer ou apprendre des choses, alors qu'il y avait un potentiel peut-être pour devenir tech lead, et qu'on va pas exploiter, qu'on va perdre, ou peut-être pour changer de rôle, peut-être passer par exemple un dev senior qui voudrait aller plus vers ce qu'on appelle du DevOps ou de l'infrastructure, le bloquer, parce qu'au-dessus, on va dire, on n'a pas un manager qui va le détecter, qui va dire tiens, peut-être lui en fait il s'ennuie dans son rôle, peut-être proposer autre chose, ça va marcher. Donc je pense que c'est bien maintenant que ces deux chemins soient bien identifiés, ce qui n'empêche pas finalement que des fois ils se croisent, c'est vrai que moi j'aime bien toujours rester curieux sur la tech, mais je suis pas une experte, quoi. Clairement, et je le sais, on va dire, je le sais, j'aime bien savoir faire plein de choses, mais je peux pas dire que je suis une experte, quoi. Pas du tout. Okay. Est-ce que tu peux nous faire un peu une définition du management systémique ? Alors, je sais pas si le terme existe vraiment, management systémique. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser une approche systémique pour me rendre compte, finalement, de comment fonctionne mon équipe, quel impact ça va avoir sur ce qu'on produit. Il y a un sujet, je pense, qui est bien connu dans le monde du développement, c'est ce qu'on appelle Conway. Un petit peu, c'est la manière dont on organise les équipes. On va se ressentir sur la manière dont le code est organisé. Mais ça, pour moi, ça illustre vraiment la systémique. C'est-à-dire, si mes équipes, par exemple, au front-end et back-end, elles ne communiquent pas bien, ça veut dire que très souvent, ce qu'on va construire,
je vais avoir des problèmes sur les API, il va manquer des éléments pour le front-end, ou les back-ends ne vont pas être prêts à temps, etc. Et au final, si on résout des problèmes de communication au sein de l'équipe, ça va peut-être résoudre des problèmes liés au développement du produit par la suite. À plus grande échelle, la manière dont on va redécouper en plusieurs équipes pour un même produit, selon comment on va choisir d'organiser les équipes, en feature team, en impact team, ça va aussi façonner la manière dont on va faire l'architecture, la manière dont on va réutiliser le code. C'est plutôt cette approche-là qui m'intéresse, me dire comment la relation entre les personnes finalement va se refléter sur l'organisation de l'entreprise, le produit qu'on va faire. Et ça, c'est vraiment cet aspect systémique-là, quoi. Ok. Donc c'est quoi? C'est le... en termes de novice, on va dire, ce serait un concept d'effet papillon, en fait. C'est que le moindre changement que tu fais sur ton système peut avoir un impact sur d'autres aspects du système? Oui, effectivement. Et ça, c'est quelque chose que j'avais observé plutôt quand je faisais on va dire, du coaching agile, où je travaillais avec un service tech qui voulait absolument travailler en mode agile. Mais le reste de l'organisation ne comprenait pas du tout ce qu'il faisait, et pour eux, ils faisaient n'importe quoi. En fait, qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas? Ça faisait un peu le village de Gaulois à côté du reste de l'entreprise. Donc voilà, déjà d'un point de vue systémique, il y avait 2 systèmes qui communiquaient pas bien. Mon rôle, ça a été d'ouvrir le système, d'ouvrir la boîte, d'expliquer aux autres voilà comment on fonctionne, voilà comment on itère, voilà ce qu'on essaye d'atteindre. On essaye de plus rapidement échouer pour avoir plus de succès après. Et juste ouvrir, on va dire, un peu la boîte de Pandore, faire comprendre au reste de l'entreprise comment on fonctionnait, tout simplement, ça a décloisonné le service. Et ça a permis au reste de l'entreprise de donner un peu son aval, de dire oui, on est d'accord que vous fassiez ça, ça va être super, on va satisfaire les clients d'une meilleure manière, etc. Et finalement, le problème systémique, c'était qu'il n'y avait pas de communication entre 2 entités. Donc, c'est pas forcément un effet papillon, c'est vraiment un effet de système. C'est-à-dire qu'on a une somme d'individus, et en fait, ce que fait cette somme d'individus, c'est un système, en fait. Ouais. C'est plus que la somme de ce qu'apportent les personnes. Ça va être des relations, ça va être des modes d'échange, des modes de communication. Et finalement, des fois, juste des aspects organisationnels bloquent la communication, ou bloquent l'arrivée de l'information. Pourquoi? Peut-être parce qu'il manque un élément, ou peut-être parce qu'il y a trop d'éléments. Ça dépend des cas. Et ça, c'est effectivement des éléments que j'ai appris en me formant un peu au coaching. Et je me suis dit, finalement, quand on est manager, c'est hyper intéressant de pouvoir prendre du recul. Ça permet aussi, plus globalement, de proposer des solutions différentes, de penser un peu hors de la boîte, de se dire, si je regarde notre grosse boîte et ce qui se passe dedans, si on ajoute cet élément ou si on enlève cet élément, si on revoit le système de cette manière-là, on aura peut-être plus d'interactions à ce niveau-là. Si on a plus d'interactions là, ça va débloquer telle situation, etc. Okay. Et finalement, c'est pas seulement lié à une personne. Ça va être lié à un groupe de personnes et ce qui génère, quoi. Et donc du coup, ce que tu appelles le système, c'est autant l'équipe que le produit qui est réalisé, que la valeur qui est créée, que... C'est tous les éléments de l'entreprise, quoi. C'est ça. En fait, le système, finalement, c'est plus que la somme des individus qui le composent. Ça va être le contexte qui va s'ajouter avec. Ça va être les autres systèmes autour. En fait, finalement, la systémique, déjà, on le voit au niveau individu, entre les relations entre personnes, mais ça peut être aussi des relations entre équipes, entre services, et donc au niveau de l'organisation, avoir un impact plus global en fonction du contexte économique, du contexte géopolitique qu'il peut y avoir aussi autour d'une entreprise, qui peut être impacté par différents événements, selon ce qu'on fait. Juste du fonctionnement, par exemple, du comité directeur. C'est souvent, j'avais lu des feedbacks un petit peu sur ce sujet, où parfois des dysfonctionnements du comité directeur vont se refléter sur les dysfonctionnements dans l'organisation entre les services. Et ça, je trouve, c'est hyper intéressant de se dire, et c'est un sujet effectivement sur le leadership qui est assez intéressant, comment on va influencer ce système, qu'est-ce qu'on va y apporter,
Et quand on a cette vision un peu systémique, on est un peu plus attentif finalement à l'impact qu'on peut avoir avec les mots qu'on va utiliser, ou avec les choix qu'on va faire, ou les non-choix, ou les non-communications qu'on va faire. Parce que la non-communication, c'est aussi une façon de communiquer. Ou l'absence de prise de décision, effectivement, Exactement. comme tu le dis, qui a aussi un impact. C'est ça. Donc voilà, je m'amuse un peu avec ça, on va dire. Et comment tu fais pour concilier parce que, alors, ou alors il y a peut-être un élément que j'ai pas... parce que de ce que je comprends dans cette approche très systémique, c'est dire on fait attention à l'impact qu'une action peut avoir sur un système groupe, global, sur un groupe. Il y a une priorisation du collectif ou justement du système versus l'individu. Comment tu fais pour rester malgré tout dans une démarche de management humain, du coup de proximité, tu vois, de quand même prendre en compte l'individu aussi dans cette globalité-là? Pour faire en sorte que finalement on ait un groupe productif, parce que quand on est manager, au final, c'est notre rôle, c'est faire en sorte que notre équipe soit productive, qu'elle ait de l'impact, qu'elle délivre, enfin, ça dépend des contextes où on est. Moi, alors, ma recette, je veux dire, ma recette personnelle, c'est déjà m'assurer que au sein de l'équipe, on soit aligné sur une vision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite accomplir tous ensemble, comment est-ce qu'on souhaite l'accomplir tous ensemble, et à partir de là, individuellement, ça permet de briser un peu la glace entre chacun, de se dire moi j'aime bien travailler de cette manière-là, un autre va dire moi j'aime pas du tout, ok d'accord, donc si déjà on commence avec 9 personnes qui ont des avis opposés, déjà c'est bien qu'on le sache, et qu'on trouve un consensus, qu'on se dise bon au final on va travailler de cette manière-là qui conviendra au nombre, mais on va se le dire de manière explicite. Je pense que c'est ça le plus important, surtout quand on va commencer à initier l'équipe. Moi pour ça j'utilise certains outils qui s'appellent Lean Canvas, qui sont hyper intéressants dans le sens où ça va briser la glace. Les personnes vont se dire voilà, pour moi c'est quoi la vision, donc du coup peut-être que tout le monde n'a pas perçu la vision et les objectifs de la même manière, c'est bien de se le dire, comme ça permet de réaligner tout le monde vers un point commun, ouvrir la discussion sur comment j'aime travailler, comment je n'aime pas travailler, quelles sont mes habitudes. Si on a un collègue qui dit moi à 16h je dois aller chercher mes petits à l'école, donc de 16 à 16h30 je ne serai pas disponible, ok, mais si tout le monde le sait, on est en confiance, on est en sécurité, il n'y a pas de problème, on le sait, ok, on ne dérangera pas, et puis on évitera de mettre un meeting à ce moment-là aussi, tant qu'à faire. Et à partir de là, on va éviter les petites frustrations, les petits blocages qu'il peut y avoir. On va avoir une équipe qui sait communiquer et qui sait se dire quand ça va ou quand ça va pas. Parce que c'est là, finalement, que c'est le plus important, c'est savoir se dire quand ça va ou quand ça va pas. Éviter de mettre trop de process qui peuvent frustrer les gens, parce que si des process, ils les subissent, ils vont pas se sentir à l'aise avec. Plutôt leur dire finalement comment vous voulez qu'on travaille, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on adapte. Donc voilà, c'est un peu comme ça moi que j'aime bien construire l'équipe, de manière à ce que finalement chacun se sente un peu chez soi dans l'équipe et s'approprie le sujet pour justement se dire non, en fait si on fait ça, on suit pas notre vision, notre objectif, on va pas être efficace, donc adaptons, faisons plutôt ça, et ça mettons-le de côté, on le fera plus tard. On est tous d'accord, on est tous d'accord, on y va. Et à la fin de la semaine, au final, on y est, quoi. On y est, et puis on peut attaquer un second objectif et avancer dans la même direction. Et du coup, dans cette approche systémique, dans tout ce que tu as décrit, on a une impression surtout de prendre en compte l'impact de l'individu sur le système. Est-ce qu'on prend aussi quand même en compte l'impact du système sur l'individu ? Parce que ça peut se faire dans ce sens-là aussi. Tu peux avoir une organisation en fait qui met trop de pression sur les gens ou qui ou avec tu vois, tu donnais un exemple tout à l'heure d'une personne qui dit moi je préfère travailler comme ça, et l'autre en face qui dit moi je préfère pas du tout, pour moi c'est impossible, je préfère ça. Il peut y avoir deux méthodes qui sont diamétralement opposées et qu'on pourra jamais réconcilier, tu vois. Donc c'est là que au final en tant que manager à un moment il faut aussi prendre des décisions. C'est bien de laisser les personnes s'exprimer, expliquer le pour et le contre.
soit proposer une alternative, ça peut être une solution 3 qui n'a pas été évoquée et qui finalement va satisfaire tout le monde, ou ça peut être juste tranché, dire au vu du contexte actuel, on va prendre la solution 1, on a entendu que pour toi ça ne convenait pas, mais on va avancer avec cette solution-là, et de toute façon, si on rate, on en tirera des expériences, et puis voilà, on va itérer aussi sur nos fonctionnements d'équipe pour s'adapter, et pour se dire, oui, c'était pas la bonne solution. Et là, je pense que c'est hyper important aussi. Et c'est finalement tout l'aspect leadership qui va être important. Ça va dire, OK, c'était une erreur. Qu'est-ce qu'on a appris de cette erreur ? Est-ce que finalement, l'erreur qu'on a eue là, peut-être dans un autre contexte, ça serait passé ? Essayer de comprendre un petit peu ces sujets-là et comment on rectifie, comment on s'adapte pour de cette erreur finalement rebondir, aller de l'avant et éviter que l'équipe s'effondre en se disant c'est bon, ça marchera jamais, de toute façon, c'est toujours ça. Là, on rentre dans le dysfonctionnement et quand on rentre dans le dysfonctionnement, au final, ça va être quoi ? Ça va être des gens qui vont partir, ça va être soit des démissions, soit des arrangements ou dire non, ça marche plus, voilà. Donc, pour éviter d'arriver là, je pense qu'il y a plein de petites barrières, être attentif à certains signaux, dire tiens, lui il a remonté telle problématique, est-ce que les autres l'ont bien entendu ? C'est important quand on est manager de s'assurer. Et vous avez entendu, là il a un blocage, faut pas passer dessus parce que lui il peut pas travailler comme il veut, il n'arrive pas par exemple à tester en local, je sais pas, à cause de tel ou tel problème technique. Ça serait bien peut-être qu'on s'y penche, qu'on résolve le problème et puis on débloque un membre de l'équipe et hop on réavance tous ensemble. Donc ça, pour moi, c'est assez important de ne pas laisser de personnes derrière, mais aussi s'assurer que les personnes font l'effort pour bien suivre le groupe et garder le groupe solide, quoi. J'essaie de... Parce qu'on sent que c'est un vrai travail d'équipe, en fait, qu'il y a et du coup, dans cette approche systémique, il faut aussi que l'ensemble des membres constituant l'équipe soient... embarquer dans cette approche systémique et soit aussi... En fait, pour que le système fonctionne de manière aussi globale, il faut que chaque élément du système ait aussi une conscience du système au global, j'imagine, non, d'une certaine façon. En fait, la systémique, de toute façon, on est tous dans des systèmes. Oui. Donc, qu'on le veuille ou non, on fait partie du système. Que le système marche ou non, on est dedans. Et au final, on fait aussi partie de la solution au problème. Et ça c'est souvent on le voit souvent dans le cas où il y a des mésententes entre les personnes, des conflits dans les équipes. Finalement, on est tous dans ce système-là. Si ce système il dysfonctionne de manière régulière, si les personnes ne souhaitent pas changer ces dysfonctionnements, les dysfonctionnements continueront. Alors dans l'approche systémique, c'est ce qui s'appelle l'homéostasie, ce qui fait que notre corps est maintenu à 37 degrés de manière régulière. C'est ce phénomène d'homéostasie, c'est un peu une entropie finalement, on reste à cette température. Un système, c'est pareil. Si le système, on a toujours les mêmes ingrédients qui font toujours le même résultat, si le résultat n'est pas bon et qu'on ne change pas les ingrédients, le résultat il sera toujours mauvais. Et donc on restera toujours dans cet état de dysfonctionnement. Par contre, si au sein du système, les personnes se disent, et sans forcément avoir de notion de systémique, se disent, en fait, on a tel problème, si on est tous d'accord pour faire ça, on va sûrement le résoudre. Là, finalement, le système, alors ça va pas forcément être simple, peut-être qu'on va y revenir dans le mode dysfonctionnement, mais s'il y a une volonté peut-être qu'on tombera sur un autre problème. Mais c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir changer d'état, finalement. On va pouvoir changer d'état, on va pouvoir résoudre une problématique particulière, parce qu'on s'est tous mis en mouvement dans le même sens. Et pas parce qu'on était dans les modes opposés qui faisaient qu'on restait dans cet état de dysfonctionnement. Donc, sans en avoir vraiment conscience, même moi en tant que manager, même si des fois j'essaie de prendre du recul, de me dire, attends, là, ton équipe, il s'est passé telle chose, ou il y a eu tel problème de communication avec une autre équipe, toi, en quoi t'as été, quel ingrédient finalement dans ce dysfonctionnement ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter le dysfonctionnement ? Qu'est-ce que ton équipe aurait pu faire ? Comment est-ce qu'elle aurait pu approcher la situation différemment ? Comment est-ce que tu vas travailler ça avec l'équipe pour que la prochaine fois, ça se passe de manière plus sereine, quoi. Ouais. Donc voilà. Moi, en fait, je navigue un petit peu avec ce côté-là entre me dire que
quel aurait été l'œil du coach, qu'est-ce qu'il aurait pu voir, et moi en tant que manager, qu'est-ce que je peux faire. Et c'est ce que j'aime bien dans le côté management, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de levier d'action que dans le rôle du coach, on est plus dans le questionnement. Donc du coup, je navigue entre les deux en me disant, tiens, regarde, là, il s'est passé ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qui aurait pu être différemment ? Qu'est-ce qui s'est bien passé, qui s'est pas bien passé ? Et voir un petit peu comment réadapter les choses pour qu'ensuite, ça soit plus fluide et on reparte dans de bons trains, on va dire. Alors du coup, dans cette approche, ce que tu nous as parlé du coup de mettre tout le monde en mouvement, et tu nous as parlé aussi de détecter les moments où le système commence à gripper et à moins bien fonctionner. Est-ce qu'il y a une compétence entre ces deux-là qui sont embarquer les gens, mettre les gens en mouvement ou identifier les problèmes? Est-ce qu'il y a une de ces deux compétences qui est plus nécessaire que l'autre dans cette approche systémique? Et est-ce qu'il y en a une qui est plus utilisée que l'autre, ou c'est pas dans le même ordre ou... Alors, je dirais que c'est plus lié on va dire aux compétences liées au management, plus que à des éléments systémiques sur ce point-là, dans le sens où finalement embarquer les gens, c'est l'aspect leadership, c'est faire adhérer à une même vision tout le monde, et puis l'aspect détecter les problèmes, c'est savoir prendre du recul, avoir un regard critique, mais critique, on va dire sain, dans le sens, c'est pas pointer du doigt, c'est pas chercher des coupables, c'est plutôt se dire, bon ok, comment est-ce qu'on va régler ce problème-là, ne pas en faire des problèmes individuels. C'est là qu'on rentre dans le dysfonctionnel. Si l'équipe n'est pas capable d'embarquer un nouvel arrivant, on n'arrivera jamais à embarquer aucun nouvel arrivant, par exemple. Donc, c'est pas dire c'est la faute du nouveau. Alors, ça peut arriver, on peut avoir des personnes pas compatibles avec l'équipe. Dans ce cas-là, c'est un choix de recrutement qui n'a pas été bon, et il faut comprendre qu'on a raté le recrutement. Après, quand la personne, on a validé qu'il y avait le bon fit, que ça allait bien se passer, se dire qu'est-ce qui a raté, pourquoi on n'a pas réussi à onboarder cette personne qui avait les compétences requises et qui part au bout de 2 semaines. Bon, est-ce qu'on arrivera à onboarder correctement la prochaine, c'est pas dire c'est ta faute machin, ou c'est la faute de lui, etc. C'est dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on met en place. Et je pense que le regard critique est important, et puis donner de l'élan aussi, rassurer l'équipe, se dire ok, là on s'est pris un mur, on l'a pris ensemble, maintenant on va se relever ensemble et on va trouver des solutions ensemble. C'est pas laisser des personnes sur le carreau en disant laisse tomber, de toute façon ils s'en foutent, ou je sais pas quoi. Enfin, là ça va créer encore plus de dysfonctionnement. Donc je pense que c'est ce côté managérial où rassembler, organiser les personnes pour se dire ok, on s'est planté, mais on s'est tous plantés, et je me suis planté avec vous. Enfin, je fais partie du système, je suis votre manager, je suis avec vous. Et je pense que c'est plutôt ça, quoi. Okay. Donc c'est identifier dans le système l'origine d'une défaillance quand il y en a, et célébrer dans le système ce qui fonctionne quand ça fonctionne. Exactement. Et ça, je pense qu'on le fait pas assez des fois. On le fait clairement. On a une question sur le live qui est si on a une équipe qui ne définit pas tout ça, et se contente de fixer et atteindre ses objectifs, est-ce que ça pose vraiment problème ? Alors, qui ne se fixe pas de règles communes de travail ? Par exemple, qui n'a pas cette approche systémique, à essayer de effectivement définir comment on travaille ensemble, d'essayer de corriger ce genre de choses, mais au final qui a ses objectifs de taf et qui délivre ses features, ses fonctionnalités, ses livrables sprint après sprint. Est-ce que... ça veut dire que ça se passe bien et que naturellement les personnes ont déjà, on va dire, la bonne approche entre eux. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Là, après, c'est à l'appréciation en fonction des résultats et du manager. Mais tout dépend de ce qu'on veut créer. Parce qu'on peut avoir des équipes très individualistes où chacun est sur sa tâche et avance à fond. Mais en cas de problème, qu'est-ce qui va se passer ? S'il y a une personne qui est absente, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les autres seront capables de monter sur le sujet rapidement, de résoudre le problème, de traiter l'incident ? En fait, faut voir les choses de manière systémique, de manière globale. De manière globale, en fonction du contexte. Si ça marche bien, il n'y a pas de raison de changer les choses. Après, tout dépend.
ce côté systémique, c'est bien pour mieux comprendre les interactions entre les personnes, les choses compatibles, incompatibles, et réorganiser des fois l'équipe, ou même proposer des évolutions de carrière différentes selon les personnes. Mais après, voilà, ça dépend du contexte. Ça dépend de la culture d'entreprise qu'il peut y avoir, qui va aussi agir sur ce sujet-là. La plupart des équipes qui sont dans l'agilité, elles sont dans l'amélioration continue. Donc, elles ont déjà ce besoin et cette manière naturelle de dire là, on n'a pas fait ça correctement, on s'adapte, on se remet en question. Donc, en fait, il faut se poser cette question-là. Est-ce que finalement, il y a déjà une boucle d'amélioration continue déjà existante qui se fait naturellement ? Et en fait, sans vouloir forcer les choses, ça veut dire que les personnes en ont déjà parlé, ont déjà communiqué dessus et que ça s'est fait naturellement. Et là, c'est parfait. Et puis, c'est souvent des équipes qui ont travaillé longtemps ensemble qui arrivent à ce niveau-là. En fait, tant que tout va bien, tout va bien. C'est ça. Si tout va bien, qu'on produit, tout le monde est content dans l'équipe, franchement... Mais ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, c'est que, donc effectivement, si tout va bien, tout va bien. Enfin, pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais c'est au moment où il y a une couille dans le potage, pour dire les choses clairement, où ça commence à être problématique. Mais donc, quand tu parles de cette boucle d'amélioration, qui n'est pas forcément un élément exclusif au management systémique, il y a plein de... tu l'as dit, effectivement, tu as parlé du Lean, il y a plein de systèmes qui l'ont. Est-ce qu'ils permettent réellement d'anticiper ces fameux grippages de rouages qu'il pourrait y avoir Non, alors, à certains points, ils peuvent permettre d'anticiper, dans le sens où il y a certains basiques, je veux dire, d'organisation d'équipe à suivre, parce que on sait que globalement ça marche bien. Après, ce qu'ils vont permettre, c'est surtout aider l'équipe à trouver facilement les solutions en cas de problème par la suite. Parce que si au final tu as une équipe où tout se passait bien, il n'y a jamais eu de problème, le jour où il y a un problème, peut-être qu'ils vont être complètement en mode panique. Peut-être qu'ils vont pas du tout savoir comment gérer l'urgence, comment communiquer pendant l'urgence. Ça, je l'ai déjà vu vraiment bien dysfonctionner dans certaines équipes où finalement on se retrouve avec ce qu'on appelle les pompiers pyromanes, c'est-à-dire ceux qui foncent tout droit et puis finalement ils mettent de l'huile sur le feu mais ils s'en rendent pas compte parce que ils ont laissé le reste de l'équipe sur le carreau et ils n'ont pas le recul. Ils s'attendent pas que les PR soient revus, ils balancent tout en prod et non, ça n'a pas marché, les tests n'étaient pas passés, etc. Enfin voilà, il peut y avoir des gros dysfonctionnements. Et finalement, si on apprend l'équipe à juste se dire des choses simples dans un contexte facile, ça veut dire que quand on va avoir un contexte un peu plus difficile, on va mieux se connaître, on va pouvoir dire non mais t'inquiète pas, on va en parler ensemble, viens, on s'appelle avec les autres, on regarde où on en est, on fait le point, on se dit telle action, etc. Et là, oui, face à la situation complexe, on va mieux réagir. Parce qu'on aura déjà des bons réflexes de communication, une bonne synchronisation, qu'on risque de ne pas avoir si on se pose un peu sur ses lauriers. Dans cette approche systémique, j'évoquais un peu naïvement tout à l'heure l'effet papillon, donc le fait que chaque action peut avoir un effet de bord plus ou moins catastrophique. Est-ce que ça veut dire que dans cette approche systémique, il faut que aussi bien le ou la manager que l'ensemble des membres de l'équipe aient une conscience des impacts de toutes les actions qu'ils peuvent avoir? C'est quoi la granularité en fait? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit bon là en fait on n'a pas besoin d'être vigilant sur tel aspect parce qu'en fait ça n'aura pas d'impact particulier? Alors c'est propre au contexte. Moi en tant que manager, j'ai jamais dit à mon équipe on va faire une approche systémique pour travailler ensemble. Ils n'ont jamais entendu ce mot, je pense, de ma part. C'est juste moi personnellement comment je vais analyser certaines situations, comment je vais aussi réagir et me dire attention là, si tu pars dans cette approche, ça va avoir un impact sur ton équipe. Et c'est là que justement ça peut revenir sur cette question l'effet papillon, c'est que on va dire dès qu'on arrive au niveau du leadership, qu'on soit tech lead ou qu'on soit manager, l'impact de ce qu'on va faire ou ne pas faire va avoir un effet levier d'autant plus conséquent sur le système. Parce que dans le système, on pèse peut-être plus lourd pour les autres. C'est-à-dire que quand on est par exemple tech lead, on est une sorte de modèle pour l'équipe. Si le tech lead il dit non mais laisse tomber les tests unitaires pour ça,
si l'équipe va entendre, on fait plus de test unitaire du tout. Attention, non, il fallait pas dire ça comme ça, il fallait pas le dire de cette manière-là, il faut bien dire, dans ce cas particulier, on va exceptionnellement ne pas faire ça, mais ça veut pas dire que c'est une règle globale pour tout. Donc c'est des éléments auxquels il faut être attentif. Mais moi, très clairement, mon équipe, s'il y en a qui m'écoutent, ils vont dire, mais elle nous a jamais parlé de ça. Ben non, j'en ai jamais parlé, parce que c'est ma boîte à outils de manager que je me suis faite. Et moi, j'ai mis cette partie systémique que je trouve hyper riche, pas que dans le travail, hein, même dans la famille. Alors là, la famille, je n'en parle pas, hein, c'est un système compliqué, avec des relations de force et tout ça. Au final, c'est des choses qui aident dans la vie au quotidien, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, tu prends cet exemple de la famille, je trouve assez juste. Si tu as un des parents qui dit aux enfants c'est pas la peine de recycler sur ce truc-là, c'est pas grave, les enfants ils mettent tout dans la poubelle au hasard, oui. Et c'est la catastrophe. Et si l'autre dit l'inverse, alors là... Oui, c'est catastrophique aussi. Mais pour revenir du coup dans un contexte un peu plus technique, qui nous concerne quand même un peu plus, ce que j'apprécie, ce que dans cette analyse en fait de l'impact de certaines personnes vis-à-vis de l'équipe, c'est aussi ce qu'on appelle les 10 times developers. Donc ces fameux développeurs stars, ou je sais pas comment on les appellera en français, ou ces développeurs puissance 10, où moi quand j'étais jeune, j'avais la naïveté de croire que c'était des personnes qui avaient une capacité à produire du code exceptionnellement rapidement et d'une qualité sans faille, alors qu'en fait, j'ai appris, et surtout grâce à ce podcast, je dois l'avouer, qu'en fait ces développeurs ou développeuses puissance 10, ce sont des personnes qui ont un impact sur l'équipe, qui leur permet d'avoir un impact de production, enfin, je sais pas comment le dire, mais qui est au-delà de leur propre personne, en fait. C'est une approche systémique, au final. Oui, en fait, finalement, on va dire cette catégorie de développeurs, ils ont un certain rayonnement, qui peut inspirer d'autres développeurs à devenir comme eux, ce qui fait que ça va tirer l'équipe vers le haut. Et effectivement, c'est cet effet levier-là qui fait que quand on a une personne reconnue pour certaines compétences, c'est important qu'elle en ait conscience. Donc là, le manager doit dire attention, maintenant, t'es tech lead. Un grand rôle implique de grandes responsabilités. Ta communication, fais attention à comment tu communiques. Tu peux être sous pression. Fais attention à comment tu retransmets la pression à l'équipe. Mais ça, c'est des choses qui sont tellement personnelles qu'il n'y a pas de règles. Il faut en avoir conscience. On va avoir une grande expertise technique, on va avoir un poids fort, on va être regardé par les autres sans forcément en avoir conscience, mais si les autres vont nous regarder, on va être une sorte de baromètre. Voilà, attention, le manager n'est pas en forme aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe, tu vois. T'étais pas là à telle réunion, qu'est-ce qui t'est arrivé, ou même ils vont pas te le dire. Et là, la non-communication, c'est aussi un message. Ou se dire là il a mal réagi, il doit plus, il y a un truc, et finalement on va être regardé. Ça veut dire que comment est-ce qu'on va communiquer ensuite avec nos équipes, tu vois. Telle réunion il s'est passé ça, voilà le contexte, je vous explique, nous comment notre équipe doit s'adapter à ça, etc. Ou attention, il y a eu telle communication, maintenant comment vous allez vous l'approprier. Je pense que c'est important, quand on a ce rôle de tech lead, de recontextualiser, de dire attention, il y a eu tel choix technique, comment nous on va l'appliquer. Parce que, par exemple, il peut y avoir un choix technique dans l'entreprise, et là, ton équipe elle va être comme ça, dire on va faire un refactoring complet de tout ce qu'on a fait. Alors attention, oui, il y a ce choix, mais on va le mettre en place de telle manière. Donc là, on va travailler avec le tech lead. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce qu'on planifie la mise en place de telle méthode de développement, etc. Mais pas faire des big bangs, quoi. Et comment tu formes les gens en général, de ton équipe ou en général, à cette responsabilité-là, tu vois, sans déjà il y a comment on fait pour l'anticiper, le prévenir, tu vois, et commencer à les former, parce que dans tous les exemples en tout cas moi qui me viendrait en tête, c'est on a un tech lead
qui a dit un truc en réunion, qui a eu un impact, et donc il faut aller le voir en disant maintenant il faut que tu fasses gaffe parce qu'il y a eu un impact, mais idéalement il faut réussir à le déceler en fait avant qu'il y ait cette boulette qui soit faite en réunion, des fois, pour le corriger. Mais comment tu fais pour embarquer les gens? Des fois on n'a pas le choix, des fois la boulette elle va arriver, mais ça fait partie du process. Je veux dire, j'ai l'habitude de dire c'est en tombant qu'on apprend, quoi. Donc des fois on va s'entraver un peu. Et je pense que c'est au moment où on s'entrave qu'il faut prévenir la grosse chute, c'est dire attention, t'as vu là tu t'es pris les pieds dans le tapis. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être un truc à revoir pour éviter que la prochaine fois tu t'étales. Je fais une comparaison, mais c'est un petit peu ça. C'est juste c'est dire tiens, est-ce qu'on peut parler de tel sujet? Et puis finalement la personne juste en disant tiens, est-ce qu'on peut revenir sur telle conversation que tu as eue avec un tel ou tel meeting? La personne d'elle-même, elle va dire ouais, non, mais c'est vrai, oui, il faut qu'on revienne là-dessus. J'ai mal réagi ou j'aurais pas dû dire ça. Mais en fait, tu n'as rien dit. Tu as juste dit est-ce qu'on peut revenir sur ça? Est-ce qu'on peut en rediscuter? Est-ce que tu es OK pour qu'on en rediscute? Et en fait, juste ouvrir la porte, la personne, elle va tout de suite dire non, mais là, j'étais fatiguée, je vais prendre des vacances. D'elle-même, elle va dire je suis allée trop loin, ou j'ai mal réagi, ouais, je suis allée trop loin et j'ai prévu d'en discuter, ou j'en ai déjà reparlé avec un tel, c'est bon, maintenant c'est accordé. Au final, quand tu es manager, si tu vois un petit truc, tu as juste à dire tiens, je vais mettre le point l'un du jour, on va en discuter, ou je vais envoyer un petit message, en fait, par rapport à ça, tu as 5 minutes pour qu'on se rappelle, juste qu'on soit aligné ou autre. Et des fois, les personnes d'elles-mêmes vont dire ah oui, non, mais là ça allait pas ce que j'ai fait. Et oui, j'en ai conscience. Donc, en fait, quand tu es manager, tu vas ouvrir la porte, juste redire tiens, si on reparle de ça, la personne, elle va tout de suite dire ah oui, alors ça, ouais, je mets plein d'excuses, j'ai rediscuté avec la personne, c'est bon, t'inquiète pas. Okay. Et souvent, ça se passe comme ça. Mais bon, il faut être attentif à ces signaux faibles, entre guillemets. En tant que manager, mais ça fait partie des choses qu'on apprend au fil du temps, quoi. Il n'y a pas de recette magique, je dirais. Il faut pratiquer. Et puis on l'apprend avec l'expérience. Oui, et puis moi aussi, je me suis déjà pris les pieds dans le tapis. Bon. Si on essaie de faire un exercice un peu pratique sur un cas très particulier, parce que les différents exemples que tu as évoqués m'ont fait penser à une situation qui peut être compliquée, quand tu parlais de l'impact de la voix de certaines personnes dans une équipe. Si on imagine une situation qui arrive quand même assez souvent, c'est il y a un choix de techno, de framework, il y a un choix technique à faire, et tu te retrouves à avoir, on peut dire 2 tech leads qui vont entre guillemets s'écharper sur le choix technique. Il y a solution A, solution B. Ça arrive souvent, les guerres de clochers, on les connaît dans notre métier. Ouais. Et il y a forcément un impact sur l'équipe, c'est-à-dire que tu vois dans ton équipe, tu vois les 2 personnes qui sont un peu les référents, qui sont pas d'accord l'une avec l'autre. D'un côté, c'est nécessaire que l'ensemble de l'équipe participe à ces discussions parce que techniquement, mine de rien, ça enrichit tout le monde. Mais du coup, l'exercice pratique, ce serait comment toi tu ferais pour, j'imagine déjà préparer l'arrivée de ce genre de discussion, briefer les personnes concernées pour que le débat se fasse déjà de manière constructive, utile, et que quand une décision est prise et qu'on part sur A ou B, il n'y ait pas tous les supporters de A qui disent ouais, il a dit ok, on prend B, mais en fait on sait tous que ça n'a pas marché, et qu'en fait tu vois, t'as la moitié de l'équipe qui se retrouve à y aller en freinant des cas de fer, quoi. Ouais, tout à fait. Si effectivement il y a 2 forts leaders qui doivent s'accorder sur un même choix, si moi j'étais leur manager, mon approche, alors sans plus de contexte, juste sujet comme ça, moi mon approche ce serait de les prendre tous les 2 ensemble et de leur dire voilà, on a tel problème à résoudre et votre mission à tous les 2, ça va être de définir quelle solution on va prendre. Et votre objectif, c'est que vous soyez alignés sur la solution qu'on va prendre. Donc, au final, ce que je ferais, c'est que je leur donnerais un objectif commun sur lequel, s'il n'y a pas une entente entre les 2, en fait, ils n'ont pas atteint l'objectif. Donc, au final, de cette manière-là, ils vont être forcés, contraints par un objectif commun, de dire, bon, ok, alors toi, tu es sur la solution A, moi, je suis sur la solution B. Si on arrive avec ça avec le manager, l'objectif n'est pas rempli. Moi, je veux la solution sur laquelle vous vous êtes accordés.
peu importe comment vous vous accordez dessus, je veux juste qu'à la fin, on oriente tout le reste de l'équipe vers cette solution. Donc, je leur demanderai juste, voilà, vous trouvez la solution, vous la construisez ensemble. Je veux que ce soit un travail d'équipe entre vous deux, vous êtes une équipe, et le succès, ça sera, vous me fournissez une solution. Après, on verra si la solution est bonne ou pas, mais ça sera la pratique qui le dira. Donc tu changes l'objectif qui n'est plus du coup de choisir une techno. L'objectif, c'est qu'ils choisissent ensemble la vision technique à donner. C'est qu'ils se mettent d'accord, quoi. Qu'ils se mettent d'accord en disant, voilà, à la fin, il faut qu'il y ait une vision, un choix technique, et au final, va en découler les discussions. Ils vont sûrement briser la glace, faire les bras de fer nécessaires entre eux, peut-être... penser plus long terme, peut-être aussi impliquer ce qu'en pensent les autres. Est-ce qu'il y a suffisamment de maîtrise de ce framework dans l'équipe quel va être le coût de la montée en compétences? Peut-être ça va orienter vers un choix ou un autre, mais ce que je leur demanderai, la mission que je leur donnerai, c'est voilà, vous êtes une équipe tous les deux, je veux un consensus pour vous me proposer une solution à mettre en place. Puis je pense que voilà, c'est la mise en place qui nous dira si c'était le bon choix ou pas. Et ce sera peut-être le mauvais choix, mais je veux dire, ça, souvent on ne le sait pas avant de l'avoir mis en place, côté technique. On expérimente beaucoup, quoi. Et dans ce cas, alors plus ou moins particulier, mais peut-être de manière plus globale, est-ce que tu penses qu'il y a donc du coup certaines conversations qui doivent se passer en plus petit comité, même si elles peuvent être bénéfiques pour l'équipe, parce qu'il y a un risque d'impact long terme plutôt délétère sur l'équipe? Oui. Je pense qu'il faut... Parfois, il y a des discussions qu'il faut avoir... déjà, si on remarque qu'une personne a un problème particulier ou une difficulté particulière, je pense qu'il faut éviter de l'exposer, parce que ça peut mettre les personnes mal à l'aise. On ne sait pas toujours comment elles peuvent réagir, vaut mieux en discuter à part. Ça, je pense que c'est plutôt basique. Afficher les personnes en message ou en réunion ou par mail, c'est pas... Je pense que voilà, ce serait le b.a.-ba. Mais oui, je pense que selon les sujets, et surtout quand il y a des sujets qui sont juste des projets, parfois ça sert à rien. Enfin, si ton équipe elle est en train de développer pour un objectif donné et que tu sais qu'il y a d'autres projets qui arrivent, effectivement, t'as pas envie forcément de défocus ton équipe parce que ça se trouve, le projet qui arrive, on sait même pas si on va encore le faire. Ça peut peut-être changer les choix qu'on est en train d'implémenter maintenant, mais qu'on a décidé et qu'on a dit qu'on allait implémenter. Donc peut-être ça vaut pas le coup de remettre en question ce qui est en cours parce qu'on a déjà un premier objectif à remplir avant de travailler sur un autre projet. Et je pense que dans ces cas-là, c'est bien de pas forcément perturber l'équipe parce que sinon on va se retrouver dans l'immobilisme. À dire est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse ça? Oui, ça vaut le coup, mais si on doit changer, on changera. Mais il faut qu'on accepte qu'il y aura à changer. Il ne faut pas juste qu'on se bloque maintenant parce qu'on a évoqué un sujet. Donc des fois, selon la maturité de l'équipe, il vaut mieux éviter de partager globalement certaines infos et les traiter en amont. Et puis ça se trouve, le projet, il ne sera jamais priorisé, ils ne vont le faire pas. Donc ça ne sert à rien de mettre la panique, quoi. Clairement. On a beaucoup parlé de l'équipe en place. Moi, je suis assez en faveur de cette approche systémique. Il y a peut-être un warning que je verrais, c'est que quand tu essaies d'avoir ce concept de globalité de l'impact, je me dis que notamment au moment du recrutement, tu es peut-être moins enclin à prendre entre guillemets des risques et te retrouver avec une équipe qui est très homogène parce que quand tu recrutes quelqu'un, il y a toujours ce risque en fait que la mayonnaise prenne pas forcément, notamment quand tu prends des gens qui sont très différents les uns des autres. Moi, je suis plutôt en faveur de cette diversité. Et tu vois, on pourrait dire que si tu as une approche systémique, qui peut vouloir dire aussi une approche un peu de prudence vis-à-vis de ce genre de situation, tu peux te retrouver à te dire, autant recruter encore un homme blanc de 35 ans, parce que j'ai que ça dans l'équipe, et du coup, ils vont s'entendre bien les uns avec les autres. Et du coup, tu vois, ça évite qu'il y ait une explosion de l'équipe sur ce genre de choses. Oui, alors, moi, je n'identifie pas l'homme blanc de 35 ans. Donc, en termes de recrutement, peut-être que j'ai déjà un regard différent, tout simplement. Après, la difficulté du recrutement, ça va être aussi la diversité. En fait, dans quelle vivier on va piocher les CV. Si on reste... je sais pas, sur une région, si on vise des CV sur toute l'Europe, on va pas avoir la même diversité non plus.
Donc là, ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et après, au niveau du recrutement, en fait, tout dépend de ce qu'on veut apporter à notre équipe. Moi, justement, j'ai une expérience sur le sujet où on avait besoin on avait un départ dans l'équipe, un développeur front. Fallait qu'on le remplace parce qu'on avait vraiment beaucoup de front à faire, donc on n'avait pas le choix. Il fallait vraiment qu'on ait quelqu'un bien spécialisé sur la techno, qui connaisse bien. Et au cours du recrutement, j'ai eu plein de CV hyper intéressants. Et au final, j'avais une équipe qui partageait pas assez finalement, qui communiquait pas assez. C'était un sujet sur lequel j'essayais de travailler. Puis je voyais, il y avait ce truc d'homéostasie, à revenir à l'état d'avant, où je voyais que ça évoluait, et puis hop, ça revenait à l'état précédent de manière cyclique. Et j'arrivais pas à faire changer ça. Et donc au moment du recrutement, j'ai eu des CV assez similaires en termes de profil technique. Certains qui étaient un peu plus full stack, entre guillemets, qui avaient une expérience pas que front, aussi back, qui aurait pu être intéressant et bien matché dans l'équipe. Au final, j'ai choisi de prendre... Alors déjà, d'une part, parce que les compétences techniques étaient vraiment aux attentes, l'expérience était là, et j'ai préféré prendre une personne qui était anglophone, alors que j'avais une équipe complète de francophones. Okay. Juste parce que je me suis dit, en fait, ce problème que tu n'arrives pas à résoudre de communication entre francophones, si tu mets un anglophone dans l'équipe, ils vont devoir faire l'effort. Ils vont devoir faire l'effort, déjà, de ne pas parler en français tout le temps, de s'adapter, parce qu'on était en plus, on était en train de transitionner vers un contexte international. Et au final, j'ai forcé cet aspect-là en me disant, en fait, j'avais d'autres profils similaires à eux, etc. Et j'ai dit, non, en fait, tu vas prendre cette personne-là, parce que dans ton équipe, il y a un problème de communication, tu as besoin que les gens se parlent plus. Et je lui ai dit, c'est un pari, ça passe ou ça casse. Mais en tant que manager, j'étais prête à prendre le pari. C'est ça aussi, il faut être prêt, en tant que manager, à se dire, je me lance un pari. Des fois, il y a des challenges, je ne me les mets pas. Ce serait génial d'avoir cette personne, mais d'un point de vue managérial, non, j'ai pas envie. Attends, donc là, ça veut quand même dire que tu avais une équipe qui communiquait pas assez, et que ta solution, ça a été de mettre un frein à la communication à tout le monde, pour mettre tout le monde... Enfin, c'est ça. C'est ça. Et surtout, je leur ai donné comme objectif le succès de l'intégration de cette personne. C'est-à-dire qu'ils avaient tous, de manière individuelle, je l'avais mis noir sur blanc dans les entretiens, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un départ. Je lui ai fait, succès de l'intégration du nouvel arrivant dans l'équipe. Et derrière, ils ont mis en place des choses pour lui expliquer l'existant. Finalement, ils ont mis en place un process d'onboarding par eux-mêmes, parce que je leur ai dit, c'est votre objectif individuel à tous dans l'équipe. Si la personne ne se sent pas bien, pas à l'aise et ne reste pas, vous serez en partie responsable du problème d'onboarding, quoi. Donc j'ai vraiment forcé le trait. Mais ça faisait plusieurs mois, voire années, que je butais sur ces problèmes de communication, d'échange. Je me suis dit, ça va aider. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a eu dans cette approche systémique, donc si j'ai bien compris, c'est que tu vas au-delà de simplement, il me faut tel type de compétences techniques pour pouvoir assumer tant de story points par semaine. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé de ta phrase de début qui était, on réfléchit à ce qu'on veut apporter à l'équipe. Et là, tu as cette approche très presque soft skill au final, qui est de se dire, il faut qu'on fluidifie la communication, qu'est-ce qu'on peut faire Et effectivement, l'apport d'une personne, d'un individu à une équipe va au-delà de sa capacité à assumer une charge de travail. Et là, je me souviens, le recrutement, alors j'étais pas toute seule, parce que j'ai travaillé sur ce recrutement justement avec un tech lead qui justement m'a dit, écoute, moi je suis pas très à l'aise avec l'anglais, mais effectivement, cette personne, c'est une de celles que je mets dans la top list. Et je dis donc, si on prend... tu penses que ça va le faire? Et il dit je pense qu'il va nous apporter beaucoup, parce que il avait réussi à échanger, il s'était forcé, je me souviens, il m'a dit, moi l'anglais, je bute, je parle mal, enfin voilà, et bon, au final il se débrouillait très bien, c'est juste que c'était un manque d'habitude. Mais lui-même m'a dit, ouais, je pense que ça va matcher.
D'autres membres de l'équipe ont fait une petite discussion avec la personne ensuite. Ils m'ont dit ouais, il a l'air super sympa. On a échangé quelques mots. Fait, ouais, on va tous monter le niveau en anglais. Et donc en fait, il y avait cet apport réciproque de se dire il va nous apporter techniquement, on va un peu travailler nos compétences. Voilà, ça a été accepté. Je dis du coup, vas-y, parce que d'un point de vue managérial, finalement, maintenant, tu as juste à les aligner en disant votre objectif, c'est qu'ils s'intègrent bien. Et ça s'est bien passé, quoi. Canon. Ouais. Écoute, ça fait une belle histoire. Pour terminer, j'aurais deux questions rituelles, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? Un contenu... Tu nous as parlé du livre Dream Team tout à l'heure. Ouais. Il y a ce livre, effectivement, mais je pensais à un autre que je trouve hyper intéressant, dont j'ai parlé à certains collègues récemment. C'est un livre, mais je crois qu'il y a aussi des vidéos. C'est Simon Sinek, et un livre qui s'appelle The Infinite Game. Et je trouve que il y a énormément d'éléments que moi j'ai qualifié de systémiques, mais voilà, je ne suis pas non plus la plus grande experte du sujet, où il explique justement comment aligner des organisations, des personnes sur un objectif infini. Et ça, c'est super intéressant. Pour donner du sens, on parlait du Green IT auparavant, pour donner du sens, pour embarquer les gens ensemble. Je trouve ce livre hyper intéressant et qui colle bien avec le thème d'aujourd'hui. Simon Sinek est, je trouve, quelqu'un de très inspirant. Ouais. Ses talks sont à chaque fois... Le gars est vraiment brillant. Ouais. Top. Et pour terminer, la question la plus importante, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation. Merci beaucoup, Virginie. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, c'est une approche un peu différente et en même temps presque intuitive, d'après ce que nous disait Virginie, de cette approche du management, mais qui est intéressante. Moi, je retiens cette différenciation sur le recrutement, notamment, de se dire de qu'est-ce qu'on va apporter à l'équipe avec un recrutement. Je trouve ça super intéressant. Voilà, j'espère que vous avez donné un ensemble de clés pour gérer les équipes, ou peut-être le manager ou que vous auriez envie de devenir. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.